les 3 premiers épisodes nous ont un peu malmenés. Évidemment, ça nous montre des choses pas très agréables. Mais tout ça ne servirait à rien si c'était pas pour savoir comment faire autrement. C'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Dire que l'économie n'est qu'une histoire qu'on se raconte et que l'argent après lequel on court n'est que des chiffres, c'est un petit peu comme de prétendre que le ciel est une toile et que les étoiles ne sont que des touches de pinceau. Et pourtant, l'économie réelle, ça n'est pas l'activité productive. Je peux passer toute l'année à faire pousser des légumes, si je ne les échange pas, ça n'a aucune valeur économique. Mais l'économie réelle, ça n'est même pas l'échange. Je peux troquer mes légumes contre des repas chauds, si la transaction ne se fait pas en argent, alors ça ne compte toujours pas comme une activité économique. Au mieux, on parle d'économie informelle. En clair, l'économie réelle, c'est la mesure, en argent, des échanges, des choses que nous avons produites. C'est la dérivée de nos actes. Mais attends, si l'économie réelle, c'est la mesure en argent, et que l'argent, c'est l'outil de mesure de l'économie, mais en fait, l'outil de mesure et l'objet qu'on mesure, c'est la même chose. Et ouais, l'économie réelle, elle est dans nos têtes et nulle part ailleurs. Et l'impératif de croissance, devinez où ça le met, lui. L'impératif de croissance économique et de progrès nous a conduit à connecter le monde, à construire des mégalopoles, des tours de 1 km de haut, des fusées qui vont sur la Lune, des robots, bien plus d'objets qu'on n'aurait jamais pu en imaginer. On a même construit un 7e continent, de plastique. Bon, c'est vrai que c'est la cause de notre problème actuel. Mais enfin, ça n'empêche pas de saluer la performance. Nous avons fait le monde à notre image. Non, franchement, merci à cette histoire qui nous a permis de vivre à près de 8 milliards sur la planète, avec pour beaucoup d'entre nous plus de liberté, de sécurité et de confort qu'on n'avait jamais connu jusqu'à maintenant. Bah oui, il fallait le dire. Bon, maintenant on sait tous, enfin presque tous, qu'il est temps de passer à autre chose. Oui, mais comment passer à autre chose? Les monnaies qu'on utilise aujourd'hui, notre argent, ce sont des monnaies fiat. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de valeur en elles-mêmes. La seule valeur qu'elles ont, c'est la confiance qu'on leur donne. Qu'on croit en leur valeur parce que tout le monde y croit, parce qu'on est convaincu ou parce que c'est la loi, le fait est que c'est la croyance qui porte tout l'édifice économique. C'est précisément cette foi qui rend l'histoire de la croissance économique si réelle. Comme nous croyons dur comme fer en la valeur de l'argent, nous produisons chaque année plus de choses à mesurer en argent. On façonne la réalité pour la faire coller à l'histoire. Cette réalité vient donc confirmer la valeur de l'argent, qui donne encore plus de place à l'histoire, qui vient conforter la réalité, etc., etc. Improbable ? Peut-être. Pourtant, ça nous est déjà arrivé. Il n'y a pas si longtemps, ce sont d'autres valeurs, une autre histoire qui dominait la vie collective. Mais de la même manière, on se pliait, de gré ou de force, aux règles de vie qu'elle fixait. Eh bien, lorsque ce système de valeurs a été suffisamment exposé, nous avons cessé de lui soumettre notre destinée collective. La foi, c'est devenu une affaire privée. Dans le système de valeurs actuel, la croyance en une croissance économique éternelle, c'est la promesse toujours repoussée du bien-être, pour demain, pour l'année prochaine, pourvu qu'on se sacrifie aujourd'hui. On pourrait pas arrêter là. Non mais c'est vrai, non seulement c'est toute une partie de l'humanité qu'on sacrifie, mais maintenant c'est carrément la planète qu'on sacrifie. Est-ce qu'on peut arrêter ? Ben bien sûr. On a réussi à commencer, c'est bien la preuve. En façonnant le monde d'après notre histoire de croissance économique, on a aussi façonné la nature humaine. Pour survivre et se faire une place, il est nécessaire de faire comme la concurrence. Il faut appliquer les règles du chacun pour soi. Mais qu'est-ce qui se passerait si on adoptait un système de valeurs qui récompense la solidarité, la coopération, le respect des autres et de toute forme de vie? Est-ce que la nature humaine changerait aussi ? Eh ben, y a qu'à essayer! Vu au point où on en est de toute manière, choisissons consciemment les valeurs qu'on veut mettre en avant. Et programmons-les dans nos manières de compter, dans notre système de valeurs, dans nos monnaies. Par où commencer ? En matière de foi, tout commence par soi. La clé du changement, elle se trouve en vous, en moi, en chacun et chacune d'entre nous. Il s'agit simplement de se demander, quel est le système de valeurs qui me convient à moi ? Quelle version de l'humanité ai-je envie de transmettre à la prochaine génération ? Ça peut paraître trivial, limite hippie, New Age. Mais en réalité, c'est le début de la prochaine étape de notre évolution. Chacune et chacun d'entre nous est une expression du tout. Nous avons jusqu'alors tenu l'individu et le collectif séparés sur la base d'oppositions un peu bancales. D'un côté, le communisme, où le tout doit soumettre l'individu, et de l'autre, le capitalisme, où c'est l'individu qui soumet le tout. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes mûrs pour une nouvelle compréhension de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'une question de morale, elle est simplement dictée par les circonstances. Elle est rendue possible parce que nous sommes tous connectés via Internet. Elle est rendue nécessaire parce que notre impact collectif sur la planète devient critique. Cette nouvelle manière de faire, elle ne peut pas être apprise, elle doit être vécue. Il est nécessaire de croire que je suis une expression valable du nous pour relier véritablement les deux. Est-ce que ça marchera ?
Alors là, aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que si on est suffisamment nombreux à le vouloir, les solutions techniques, elles vont pas poser un gros problème. Eh ouais, on a bien réussi à mettre en chiffres la cupidité et le chacun pour soi. On devrait bien arriver à quantifier l'empathie et le respect du bien commun, non? L'argent, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, nous montre la voie. On s'en rend pas forcément compte parce que nous, on l'utilise en perspective individuelle. Combien je gagne, combien je dépense. Mais quand on le regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que l'argent, il unit déjà l'individu et le collectif. Dans le monde entier, l'argent, c'est le langage le mieux compris. Vous pouvez être à n'importe quel endroit de la planète, tout le monde sait ce que signifie 100 $. L'argent, c'est la liberté individuelle et la sécurité. Il permet de résumer des processus très complexes. En un chiffre, on est capable d'exprimer la pauvreté dans le monde et la transition écologique. Tout le monde est responsable de son fonctionnement. Il suffit que 2 personnes, quelque part, tombent d'accord sur une transaction pour que le reste d'entre nous puisse dès lors se référer à un prix de marché. L'argent facilite les transferts d'énergie. Que ce soit ceux issus de la terre et de ses produits ou du travail humain, l'argent permet de faire passer l'énergie de main en main à travers l'espace et le temps. L'argent, c'est aussi la mémoire. Il permet de conserver la richesse qu'on a accumulée, il permet aussi de comparer le niveau de développement d'un pays à l'autre sur la planète. Et puis enfin, l'argent permet aussi de planifier l'avenir. Le processus d'investissement, ça permet de comparer les idées, de sélectionner la meilleure et de libérer les énergies nécessaires à la réaliser. Bref, l'argent c'est un véritable engin de compétition. C'est un ensemble de systèmes d'information assez sophistiqués pour constituer la base de ce qui peut être notre intelligence collective. Et s'il a été calibré pour le chacun pour soi, on peut tout à fait le recalibrer. On peut s'inspirer de son principe, on peut l'ouvrir, on peut étendre ces systèmes d'information, créer des nouvelles monnaies. À la clé, il ne s'agit certainement pas de se priver de toutes les richesses du monde. Il s'agit plutôt de se demander ce que richesse veut dire, comment les richesses sont partagées. Parce que si on se libère du système financier qui les accapare, ces richesses, on va se rendre compte qu'en réalité, il y en a plus qu'assez pour tout le monde. Imaginez un monde où le simple bon sens règne, où l'économie n'est pas conçue comme un truc à faire grandir été comme hiver, mais plutôt comme un équilibre, avec en limite inférieure, répondre aux besoins de base de toutes et de tous, en limite supérieure, de respecter notre environnement. Les chiffres, ils sont des informations qu'on utilise, pas des valeurs après lesquelles on court. Ils sont ouverts à tous et compréhensibles. Les décisions sont prises là où elles ont leur impact, par les intéressés eux-mêmes. On n'y fait pas les choses parce que ça rapporte, mais parce que c'est utile en effet. L'efficacité n'est pas comprise comme toujours plus et plus vite de la même chose, mais comme ce qui est bon pour soi, pour les autres et pour l'environnement. La richesse n'est pas dans des chiffres sur un compte en banque, elle est dans la qualité de nos vies, de toutes les vies sur Terre. Chacun et chacune est propriétaire de son logement. La nourriture, l'éducation, la santé, l'assurance sont des droits de base. Et c'est la responsabilité de tout le monde que de s'assurer que les plus faibles y auront accès. Le luxe n'est pas le privilège d'un petit nombre tout le temps, c'est le privilège de tout le monde de temps en temps. On ne travaille pas pour gagner le droit de vivre, on fait ce que l'on souhaite vraiment faire. Parce que c'est là qu'on excelle, c'est là qu'on apporte sa plus grande contribution au monde. On reste propriétaire de son travail. Les collectifs de production sont détenus et gérés par ceux qui produisent. Ils sont ouverts à géométrie variable. Les travaux les plus pénibles sont très bien valorisés. On met la priorité sur la recherche et le développement pour les rendre moins pénibles, les automatiser. Toutes les tâches, comme élever des enfants ou prendre soin des personnes âgées, sont valorisées. Nos enfants ne sont pas formés à trouver des emplois dans les structures qu'on leur laisse. Elles et ils sont formés à vivre leur vie, ayant à leur service des structures qui les portent et qu'ils sont libres de changer. Les messages qui inondent nos rues ne sont plus « tu dois m'acheter pour être bien », mais plutôt « comment ça va bien aujourd'hui ?» Les pas de porte ne sont pas réservés au commerce, mais ils sont ouverts à l'art, au jeu, au badinage, à la sieste. Le statut social ne se mesure plus à ce que l'on possède, mais plutôt à la valeur de ses contributions, à la qualité de ses engagements. Et la dette, elle n'existe plus, parce qu'elle est créée par l'ensemble d'entre nous, là où elle mesure la valeur qui est créée. Ça n'est pas seulement possible, c'est inéluctable si nous voulons survivre. Nous, l'humanité, nous sommes comme un grand corps. Nous avons besoin, pour fonctionner normalement, de prendre soin de chacune de ces cellules. Et bien entendu, de notre lieu de vie. Il y a évidemment beaucoup à faire pour en arriver là. Dans les transports, dans l'alimentation, dans l'agriculture, dans la santé, dans l'industrie, dans la science, les communications, l'éducation, les modes de vie. Aujourd'hui, l'argent domine tous ces secteurs. Demain, imaginez des monnaies nouvelles qui pourraient permettre d'aider à les coordonner. Non plus un argent qui domine, mais différentes formes de monnaie adaptées à des activités, à des communautés, à des besoins, qui intègrent dans leur ADN les nouvelles valeurs que nous choisissons. C'est possible. Pour ça, il faut encore disséquer la troisième fonction de l'argent.
celle qui unit les échanges et la réserve de valeur. Il s'agit de l'étalon de valeur. C'est la clé de voûte du système. Je propose que l'étalon de valeur de l'économie n'est pas une dimension comme on est habitué, mais plutôt l'ensemble des concepts de l'économie et de la finance. Le travail, la consommation, l'entreprise, le marché, le profit et le risque, le capital, la dette, la création monétaire, les marchés financiers et la croissance bien sûr. Le reste de cette série consiste à explorer chacun de ces concepts sous un angle bien précis. Il s'agit de lever le voile sur les hypothèses qui les fondent et les raisonnements circulaires qui leur permettent de fonctionner, et de faire le lien entre le côté pile et le côté face de la pièce. Ces liens restent généralement cachés. Les dévoiler un par un, c'est trouver une source d'inspiration magnifique pour nous aider à relier ce qui est jusqu'à présent séparé. L'extérieur et l'intérieur, l'un et le tout, le passé et l'avenir. Pour le voir, il y a comme d'habitude une question, une seule, à se poser. Est-ce que moi je suis prêt ou prête à tenter l'expérience? Voilà, au terme de ces 4 épisodes, on a fini le travail préparatoire. Redéfinir un petit peu le rôle de l'argent dans nos sociétés. Maintenant, on peut commencer à rigoler, en reprenant des notions qu'on connaît tous. Tenez, le travail par exemple. Sur le marché du travail, l'offre, elle est constituée par les employeurs. Mais les employeurs, c'est ceux qui demandent du travail, ils en ont besoin. Alors que la demande, elle est constituée par l'offre. Tous les gens qui offrent leur force de travail, c'est-à-dire nous. Pourquoi? C'est étrange, non? Voilà le genre de questions qu'on va aborder. Avant de poursuivre, je souhaiterais vous poser une question, si vous permettez. Est-ce que c'est selon vous une réflexion qui a du sens? Est-ce que vous souhaitez qu'on poursuive? Si tel est le cas, ce serait gentil de nous le faire savoir en mettant un petit pouce bleu en bas de la vidéo ou un commentaire, en vous abonnant à la chaîne, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche, en faisant suivre à votre entourage et pourquoi pas à des spécialistes que vous suivez déjà sur le sujet. Peut-être même y a-t-il des médias dans lesquels vous avez confiance et qui pourraient être intéressés. Merci d'avance et je l'espère, à bientôt.